Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tout ce qui a changé sur Net Entreprise concernant les attestations de salaire. Donc, on verra ensemble les principales nouveautés telles que le congé deuil enfant, la subrogation, l'envoi des pièces jointes par mail ou encore les nouvelles embauches. On verra également comment vous faire gagner du temps en réalisant des DSN événementiels en lieu et place des attestations de salaire sur Net Entreprise. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée par mes collègues Christelle et Bader. Bonjour. Bonjour Karima, bonjour Bader, bonjour à tous. Bonjour Karima, bonjour Christelle, bonjour à tous. Alors, ce webinaire va se dérouler sur un temps d'1 heure grand maximum, donc une première demi-heure au cours de laquelle on vous commente le support. La seconde demi-heure sera consacrée à répondre à vos questions. Alors attention, soyez vigilants, posez bien vos questions sur la rubrique questions-réponses. La rubrique discussion est réservée à vous déposer des liens qui vous renverront vers la réglementation, donc en lien avec la formation d'aujourd'hui, et on vous déposera également des informations qu'on aura jugées utiles. Alors, on fera comme d'habitude, on vous enverra le support de présentation accompagné de la liste des questions-réponses et le replay d'aujourd'hui d'ici quelques jours, je pense, en milieu de semaine prochaine. Alors, quand vous quitterez ce webinaire, une fenêtre va s'ouvrir à votre écran. Il s'agira du questionnaire de satisfaction. On compte sur vous, s'il vous plaît, pour y répondre. Alors, je vous propose donc de commencer immédiatement. Je vais donc tenter de vous partager le support d'aujourd'hui. À partir de là, on va entrer dans le vif du sujet, si tu veux bien Karima, et on va commencer par les dernières évolutions de Net Entreprise. Peux-tu nous rappeler, s'il te plaît, aujourd'hui, quelle proportion d'arrêt de travail est payée à partir d'un signalement d'événement? Alors, aujourd'hui, au niveau national, sachez que 7 attestations de salaire sur 10 sont issues d'un signalement DSN émis directement du logiciel de paye. Certes, nous avons encore aujourd'hui quelques cas d'exclusion, comme par exemple le temps partiel thérapeutique, qui n'est pas encore possible en DSN, mais cela ne saurait tarder puisque logiquement, c'est prévu pour cette année. La saisie des attestations de salaire sur Net Entreprise, normalement, doit être exclusivement réservée aux cas d'exclusion, tels que le mi-temps dont je viens de vous parler, ou encore lorsque vous rencontrez des problèmes de paramétrage de logiciel. À ce moment-là, effectivement, vous serez invité à nous faire parvenir vos attestations directement sur Net Entreprise. Voyons maintenant dans le détail ce qui a changé depuis le passage à la dernière version du service en ligne d'attestation de salaire via Net Entreprise. Quel nouveau motif est apparu dans la nature des arrêts de travail, s'il te plaît? Alors, un nouveau motif est bien et bien apparu depuis la dernière version et il concerne le deuil enfant. Alors, il faut que vous sachiez que ce motif existait déjà en DSN, mais il n'était pas encore présent sur les attestations de salaire saisies en ligne sur Net Entreprise. Mais désormais, ce manquement est corrigé et donc ce nouveau motif est bien apparu sur Net Entreprise. Peux-tu nous rappeler justement ce qu'est le congé deuil enfant? Alors, le congé deuil enfant, c'est un congé de droit qui concerne l'un ou les deux parents d'un enfant décédé avant l'âge de 25 ans, ainsi que la ou les personnes qui avaient la charge effective et permanente de cet enfant. Sachez que jusqu'à 4 personnes peuvent bénéficier de ce congé quand il s'agit par exemple d'une famille recomposée. Donc on peut avoir la mère, le père, et on peut également avoir les personnes qui assument la charge même partielle de l'enfant décédé avec ou sans lien de filiation. Donc, ça peut être le cas, par exemple, quand on a des gardes partagées, quand les deux parents ont refait leur vie. Donc, il faut savoir que jusqu'à 4 personnes donc, pourront bénéficier de ce congé. Alors, l'indemnisation du congé de deuil est également possible lorsqu'un enfant n'est pas né vivant, mais qu'il a malgré tout atteint ce qu'on appelle le seuil de viabilité fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce seuil est fixé à 22 semaines d'aménorrhée où il faut que le fœtus ait au moins atteint un poids de 500 grammes. Alors, le congé de deuil doit être pris dans un délai d'1 an à compter la date du décès. Il n'y a pas de condition d'ouverture de droit. Ce congé est payé au titre risque maternité
paternité. On peut fractionner ce congé en 2 périodes avec au moins une journée au minimum. Peux-tu nous rappeler la durée de ce congé de deuil, s'il te plaît? Alors, la durée du congé de deuil, elle est de 15 jours au total et elle se décompose en 8 jours qui vont être indemnisés par la CPAM et en 7 jours de congés conventionnels qui sont payés par vous, donc l'entreprise. Alors, quand on a des travailleurs indépendants, des praticiens auxiliaires ou auxiliaires donc médicaux, ou en situation de chômage indemnisé ou de maintien de droit aux prestations de l'assurance maladie, le congé sera également d'une durée de 15 jours maximum. Et que doit faire le ou la salarié pour demander le bénéfice de ce congé? Alors, il doit formuler sa demande de congé de deuil auprès de vous au minimum 24 heures avant le début de sa période d'absence. Il doit également transmettre systématiquement un acte de décès de l'enfant, donc décédé, ainsi qu'une demande écrite de prise en charge dans le cadre de ce dispositif. Alors, sachez qu'il existe un modèle d'attestation qui est téléchargeable sur le site amélie.fr. D'ailleurs, on va vous partager immédiatement le lien sur la rubrique discussion et vous pourrez, si vous le souhaitez, donc télécharger directement cette attestation. Et du coup, que doit faire l'employeur une fois informé de la situation? Alors, vous devez réaliser un signalement DSN ou saisir une attestation de salaire au risque deuil enfant. Vous nous enverrez par mail, donc un mail indiquant bien sûr les dates de ce congé deuil enfant. Mail que vous nous enverrez selon les procédures sécurisées, les nouvelles procédures qu'on va vous détailler d'ici quelques minutes. Alors attention, si vous ne réalisez pas de signalement DSN actuellement et que vous devez aller sur Net Entreprise, on vous alerte sur le fait que comme ce deuil enfant est rémunéré au risque maternité-paternité, il est important que lorsque vous saisissiez les salaires sur Net Entreprise, vous cochiez salaire réduit. Alors voyons maintenant ensemble ce qui change dans le cadre de la subrogation. Peux-tu nous expliquer ce qui change pour l'IBAN via Net Entreprise? Alors, l'IBAN doit désormais systématiquement être renseigné à chaque nouvelle saisie. Alors, soyez bien vigilants à bien taper les bons chiffres car toute erreur entraînerait une modification de vos coordonnées bancaires dans notre fichier et cela, bien sûr, ne permettrait plus d'aboutir au paiement des indemnités journalières ou du moins au versement sur votre compte. Alors, si vous voulez vous épargner toutes ces contraintes de saisie, je vous invite à passer très vite au signalement DSN. En effet, il faut savoir qu'en DSN, les coordonnées bancaires, elles sont renseignées une seule fois lors du paramétrage du logiciel et après, c'est automatique. Ça part avec chaque signalement. Donc, vous vous éviterez beaucoup d'erreurs. La suppression des pièces. Alors il semblerait qu'il y ait une grosse nouveauté en ce début d'année. Et oui, tout à fait. Il s'agit de la suppression des pièces jointes sur Net Entreprise. Donc, beaucoup d'entre vous l'ont déjà constaté. Tu en as parlé tout à l'heure. Désormais, comment puis-je envoyer les pièces jointes à la Caisse primaire d'assurance maladie? Alors, les pièces jointes, elles doivent être uniquement envoyées à l'adresse mail dédiée DSNPJ, quel que soit le mode de transmission des attestations. Que vous soyez en signalement DSN ou que vous saisissiez vos attestations sur Net Entreprise directement, désormais, toutes les pièces jointes doivent être envoyées par mail. On vous explique tout de suite comment. Où trouver la procédure à suivre, s'il te plaît? Alors, on peut trouver cette procédure directement sur Net Entreprise. Je vous ai fait une capture écran là qui s'affiche donc sur votre écran d'ordinateur. Vous avez un petit encart bleu qui s'appelle Besoin d'aide. Donc, il s'agit de l'encart qui renverra vers la base de connaissances de Net Entreprise. Donc, à cet endroit-là, vous inscrivez pièce jointe DSN, vous cliquez sur Rechercher et donc le système va vous renvoyer automatiquement vers cette nouvelle procédure d'envoi des pièces jointes à l'assurance maladie. Donc, je propose à Christelle de vous partager immédiatement en rubrique discussion le lien qui vous renverra directement vers cette fiche de procédure. À partir de là, peux-tu nous résumer rapidement la procédure à suivre?
Oui, bien sûr. Alors, dans un premier temps, il vous faudra nommer votre pièce selon le modèle qui est affiché à l'écran, à savoir le risque, le tiret du bas, le numéro de sécurité sociale, encore le tiret du bas et la date d'envoi. Donc, dans notre exemple en haut, vous devez par exemple, donc effectivement, nous envoyer des éléments en maladie. Donc, le risque, c'est la maladie. Donc, on mettra AS pour maladie, le tiret du bas. Ensuite, on tape le numéro de sécurité sociale, le tiret du bas. Et ensuite, on tape la date d'envoi. Alors, dans un second temps, vous allez devoir indiquer comme objet votre numéro de SIRET, comme c'est inscrit à l'écran. Et s'il y a plusieurs envois, parce que des fois, vous envoyez plusieurs éléments qui peuvent être lourds et qui ne partent pas en une fois, il faut pouvoir détailler les envois, comme par exemple là, à l'écran, vous avez trois envois successifs. Donc, vous avez 1 sur 3, 2 sur 3, puis 3 sur 3. Voilà, c'est assez rare que vous le fassiez, mais si vous le faites, faites-le comme ça. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les pièces jointes, désormais, lorsqu'elles vont nous parvenir, elles doivent être sécurisées. Alors, ces pièces jointes, vous allez devoir les mettre dans ce qu'on appelle un fichier zippé sécurisé par un mot de passe fort. Qu'est-ce qu'on appelle un mot de passe fort? C'est un mot de passe qui doit contenir au moins 12 caractères minimum avec au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Alors, ce mot de passe, vous allez devoir le transmettre au CPAM, donc dans un autre mail que celui, bien sûr, qui contient la pièce jointe. Alors, attention, normalement, chaque CPAM a son mot de passe et ce mot de passe doit être renouvelé pour des questions de sécurité tous les 6 mois. Alors, bien sûr, tout ce que je suis en train de vous expliquer, pas de panique, vous le retrouverez sur le support qu'on vous renverra, mais vous l'aurez également sur la fiche de procédure dont on vient de vous partager le lien en rubrique discussion. Donc, pour résumer clairement les choses, vous envoyez un premier mail avec le mot de passe. Donc, dans l'objet de ce premier mail, vous allez indiquer MDP pour mot de passe et votre numéro de SIRET. Ça nous permettra de vous identifier. Et dans un second mail qui partira, vous enverrez alors vos pièces jointes qui ont été zippées et qui sont sécurisées par un mot de passe. Donc, nous, à la réception de ces pièces jointes zippées et sécurisées, on va donc ouvrir la pièce jointe à partir des informations que vous nous aurez fournies sur le mail précédent indiquant votre mot de passe. Mais dis-moi justement, Karima, quel type de pièces peut-on envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie? Alors, excellente question. Certes, nous aimerions on en ait de moins en moins envoyé, mais il en reste tout de même quelques-unes. Alors, les pièces jointes que vous êtes susceptibles de nous faire parvenir sont en général donc une attestation de présence à une cure. Ça peut être un justificatif de naissance, un justificatif d'adoption. Ça peut être le formulaire de transmission des périodes du congé paternité. Vous pouvez également nous transmettre un bulletin d'hospitalisation, le justificatif pour la période de congé deuil enfant dont on vous a parlé tout à l'heure. Vous pouvez également nous transmettre des informations telles que les dates de fin de congé parental d'éducation ou encore les notifications de non-reclassement dans le cas des femmes enceintes dispensées donc de travail. Alors, sachez que le relevé d'identité bancaire et les fiches de paye ne sont plus nécessaires, donc ce n'est plus utile de les envoyer. Effectivement, si on vous les réclame, ce sera vraiment dans des cas rarissimes. Mais sachez qu'aujourd'hui, toutes les coordonnées bancaires sont véhiculées sur les signalements DSN et sur les attestations de salaire que vous faites sur Net Entreprise. Et toutes les données salariales, tout ce qui concerne la fiche de paye, est véhiculé via la DSN. Donc, techniquement, nous n'en avons pas besoin. Mais dans certains cas, effectivement, lorsqu'il y a des problèmes de paramétrage de logiciel ou lorsqu'on n'a pas pu rematérialiser correctement l'attestation, on est susceptible de vous les demander. Mais ne prenez pas les devants en envoyant ce type de pièces. Ça n'est plus utile. Alors, à l'écran, en fait, on vous a mis la construction de l'adresse mail standard, on va dire, pour envoyer les pièces jointes. Sachez qu'en fait, ce n'est que le nom du département qui change. La construction classique, c'est DSNPJ, donc pour DSN pièces jointes, .cpam, donc là, après, on a le nom du département,
assurance-maladie.fr. Voilà, toutes les adresses mail sont construites sur le même modèle. Ma collègue Christelle vous a partagé en rubrique discussion le lien qui vous renverra vers la liste exhaustive de toutes les adresses mail au niveau de la CPAM. Justement, Karima, si on n'a pas forcément le temps de chercher sur Net Entreprise, comment retrouver cette information plus facilement? Alors, beaucoup d'entre vous s'en sont déjà rendus compte sur les comptes rendus d'attestation que vous recevez depuis maintenant déjà plusieurs mois, figure une information spécifique qui vous renvoie vers la nouvelle procédure pour les pièces jointes. Effectivement, vous avez un lien, il vous suffit de cliquer dessus, il vous renverra automatiquement vers la base de connaissances de Net Entreprise et donc vers la fameuse fiche de procédure qui reprend toutes les informations que je viens de vous donner. Je vous propose rapidement de passer à un petit sondage que Christelle va nous partager immédiatement pour savoir comment vous gérez vos absences au sein de vos entreprises. Merci beaucoup, Karima. Alors, en effet, aujourd'hui, on vous fait un petit sondage afin de savoir comment vous gérez vos absences au sein de vos entreprises. Alors, au niveau du sondage, est-ce que vous effectuez par rapport à vos absences des signalements d'événements en DSN, des signalements DSN et des attestations de salaire sur Net Entreprise, uniquement des attestations de salaire sur Net Entreprise ou alors des attestations de salaire papier? On vous laisse quelques secondes pour pouvoir y répondre. Alors, on peut s'apercevoir qu'on a quand même une majorité de vous qui effectuez en fin de compte pour signaler vos absences des signalements DSN, mais également des attestations de salaire sur Net Entreprise. Merci beaucoup, Christelle, pour ce sondage. Donc, effectivement, à la lecture du sondage, on s'aperçoit que la moitié d'entre vous faites exclusivement des signalements DSN, qu'il y en a encore beaucoup qui font des signalements et des attestations de salaire sur Net Entreprise. Donc, 17% d'entre vous réalisez uniquement des attestations sur Net Entreprise et 4% réalisent, non, 2%, excusez-moi, j'étais un peu loin, réalisent encore des attestations papier. Donc, pour tous ceux qui sont encore uniquement en attestation sur Net Entreprise, tous ceux qui utilisent malheureusement encore des attestations papier, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On va vous accompagner du mieux qu'on peut pour vous aider à passer tout doucement vers les signalements DSN qui représenteront un gros avantage pour vous. Alors bien sûr, on va avancer dans le cadre effectivement du webinaire. Je tiens quand même à vous préciser que l'ensemble de vos réclamations et autres sujets apportés via la barre discussion, on va les réaborder par la suite dans le cadre de la partie questions-réponses. Toutes vos remarques seront prises en compte et on tâchera d'y répondre. Alors voyons maintenant ce qui se passe pour les nouvelles embauches, les nouveaux embauchés, les nouvelles personnes embauchées au sein de l'entreprise. Peux-tu, Karima, s'il te plaît, nous rappeler ce qu'est une nouvelle embauche pour la caisse primaire d'assurance maladie? Oui, alors jusqu'à présent, quand vous embauchiez un salarié et qu'il tombait malade dans les 3 premiers mois de son embauche, il vous fallait nous faire parvenir une attestation de salaire en rétablissant les salaires comme si le salarié avait été présent à temps complet sur les 3 mois. Désormais, le salaire n'est à rétablir que sur le mois de l'embauche. Peut-on revoir plutôt dans le détail un exemple, s'il te plaît, de ce cas de figure? Oui, bien sûr. Donc, je vous propose de commenter l'exemple qui est à l'écran. En fait, on est dans le cas de figure où on a embauché un salarié au mois de décembre. Notre salarié tombe malade en janvier. Donc, normalement, on rétablit le salaire sur le mois de décembre, mais pas sur les 2 autres salaires comme on l'aurait fait avant. En effet, je vais être un peu plus claire. Vous savez que quand on doit payer un arrêt maladie,
on se réfère aux 3 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Là, si j'embauche mon salarié donc au mois de décembre, que mon salarié tombe malade au mois de janvier, donc les 3 mois qui précèdent le mois de janvier seront donc octobre, novembre et décembre. On est d'accord. Donc, l'ancienne méthode consistait en fait à rétablir tous ces salaires. Désormais, la législation a changé. On ne peut rétablir que le mois de l'embauche. Donc là, dans ce cas de figure précis, nous ne rétablirons que le mois de décembre. Et pour les autres mois, le salaire restera donc à 0. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ce changement de législation a forcément un impact sur le montant de l'indemnité journalière et que donc pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de calculer à l'avance le montant de l'indemnité journalière, là, cette nouvelle règle change la donne. Maintenant, imaginons que la nouvelle embauche, elle ait eu lieu en début de période de référence. Vous voyez ces fameux 3 mois dont je vous parle qui précèdent le dernier jour de travail. Donc là, on a embauché notre salarié au mois d'octobre. D'accord? On est d'accord, il travaille depuis le mois d'octobre. Et il tombe malade au mois de janvier. Donc, il a travaillé, on l'a embauché en octobre, il a fait une partie d'octobre, novembre et décembre. Au mois de janvier, il tombe malade. Donc là, on doit rétablir le salaire du mois de l'embauche. Donc, on va rétablir le salaire du mois d'octobre et on indiquera les salaires réellement perçus donc sur les mois de novembre et les mois de décembre. S'il te plaît, Karima, comment va-t-on calculer l'indemnité journalière à partir de là? Alors, là, on va commenter l'exemple que on vous a choisi à l'écran. Donc, on embauche un salarié le 15 mars. D'accord? Malheureusement, notre salarié, il tombe malade le 22 avril. Donc, vous devez réaliser normalement une attestation de salaire sur Net Entreprise pour ceux d'entre vous qui, hélas, n'ont pas la chance d'être en signalement DSN. Alors, pourquoi je dis hélas? Parce qu'effectivement, ceux d'entre vous qui sont déjà en signalement DSN vont s'éviter, entre guillemets, tous ces tracas, puisqu'il n'y a pas à réfléchir. Le système est capable, vu qu'il a été correctement paramétré, de faire tout ça à votre place. Mais pour tous les autres qui, malheureusement, ne sont pas encore en signalement DSN, il y a quand même là à se soucier de comment on va remplir cette fameuse attestation. Donc, notre salarié, on l'a embauché le 15 mars, rappelez-vous, il est tombé malade au mois d'avril. Donc, on est d'accord que les 3 mois de référence qui vont servir à la sécurité sociale pour payer les indemnités journalières seront donc le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. D'accord? Donc, dans notre exemple, on vous a appelé l'employeur A. Alors, le salaire rétabli ne doit s'appliquer que sur le mois de l'embauche. Et donc, le mois de l'embauche, là, c'est le mois de mars. Donc, on ne rétablit que le mois de mars. Si sur la période de référence, le salarié n'a pas du tout été en contrat avec vous au sein de l'entreprise, donc vous indiquerez pour janvier et février des salaires à 0. Alors, techniquement, comment allons-nous calculer cette indemnité journalière? C'est très simple. On va additionner les salaires de janvier, février et mars. Donc là, en janvier, on a 0. En février, on a 0. Et en mars, on a un salaire rétabli. On trouve un montant qu'on va diviser par le nombre de jours de la période. Donc là, on est sur 3 mois. Donc nous, on a fait une moyenne à 91,25 jours. Donc on divise nos 2000 € par les 91,25 jours. On trouve un gain journalier et on fait un abattement de 50% puisqu'en maladie, nous ne payons que 50%. Donc, le montant de l'indemnité journalière est ici de 10,95 €. Et comment est calculée l'indemnité journalière, justement, pour un salarié qui a travaillé ailleurs sur la période de référence avant qu'il ne soit embauché? Alors, je vous propose de conserver le même exemple. On embauche notre salarié le 15 mars. Il tombe malade au mois d'avril, donc le 22 avril. Donc là encore, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas en signalement DSN, vous devez réaliser une attestation de salaire sur Net Entreprise. Donc, on est d'accord, le salarié s'arrête au mois d'avril. La période de référence qui sert à la sécurité sociale pour payer les indemnités journalières sera donc janvier, février et mars.
Dans notre exemple, vous êtes l'employeur A. Donc, vous avez embauché le salarié le 15 mars. Donc, vous allez devoir lui rétablir le salaire du mois de mars. Mais votre salarié a travaillé en janvier et en février chez un autre employeur, chez l'employeur qu'on nommera donc l'employeur B. Alors donc, le salaire rétabli ne s'appliquant que sur le mois de l'embauche, on est d'accord, vous, employeur A, quand vous réalisez votre attestation de salaire, vous ne rétablirez que le salaire du mois de l'embauche qui sera donc pour vous le mois de mars. Et puis pour les autres salaires, donc janvier et février, vous indiquerez 0. Comment va être calculée l'indemnité journalière? Alors là, on va parler d'un calcul d'indemnité journalière dans le cas d'un assuré qui perçoit lui-même les indemnités. Pour le cas de subrogation, je vous en parle dans quelques minutes, c'est un petit peu différent. Mais quand le salarié va percevoir lui-même ses indemnités, comment va être calculée l'indemnité? Alors, nous allons prendre tout ce qui a été payé en janvier, en février et en mars. Donc, en janvier, le salarié a perçu 1 000 € de l'employeur B. Donc, on prend les 1 000 €. En février, il a perçu également 1 000 € de l'employeur B. Donc, on prend également les 1 000 €. En mars, vous lui avez rétabli 2 000 €. Donc, on prendra ces 2 000 €. Donc, on additionne 1 000, 1 000 plus 2 000. On divise par le nombre de jours de la période, donc soit les 3 mois, donc ça fait 91,25 jours. On obtient un gain journalier de 43,83 €. Et là, on fait un abattement de 50% puisque nous sommes en maladie et on trouvera donc une indemnité journalière à 21,91 €. Voilà pour le calcul de l'indemnité journalière. Alors la question se pose, comment peut-on savoir ce que le salarié a perçu avant? Excellente question. Effectivement, en tant qu'employeur, vous n'êtes pas censé savoir, ou peut-être que le savez-vous, mais on ne peut pas savoir effectivement où a travaillé le salarié et qu'est-ce qu'il avait perçu avant. Mais heureusement, grâce à la DSN, on dispose de toutes les informations qui concernent les précédents contrats et les précédentes rémunérations sur la période de référence. Donc, si l'attestation de salaire a été émise en DSN, donc la DSN va nous remonter tous les précédents contrats. Donc, on aura accès aux rémunérations qui ont été perçues par votre salarié sur janvier et février. Si par contre, le signalement n'a pas été émis en DSN, la CPAM, donc nous, prendrons contact avec votre salarié afin de lui réclamer les éléments nécessaires au calcul de l'indemnité journalière. Alors maintenant, j'attire votre attention sur un point un petit peu particulier qui concerne le paiement des indemnités journalières en subrogation lorsqu'on a, comme ici, un cas de nouvelle embauche. Alors, il faut que vous sachiez que vous, employeur A, vous ne pouvez percevoir les IJ que sur la partie qui est en relation avec l'embauche du salarié. Donc, vous ne l'avez embauché qu'en mars. Donc, techniquement, vous ne pouvez percevoir les indemnités journalières qu'en relation avec ce salaire rétabli. Et vous ne pourrez pas percevoir d'indemnité en relation avec ce que le salarié a perçu avant. Or, ces deux salaires, janvier et février, entrent bien dans la période de référence. Donc, comment allons-nous calculer les indemnités journalières? C'est très simple. Vous concernant, vous, pour la partie subrogation, on va prendre le salaire de janvier, de février et de mars. Donc, on aura 0, 0 et 2000. On divisera par le nombre de jours de la période, soit 91,25. Et du coup, on prendra 50% puisqu'effectivement, c'est de la maladie. Donc, on obtiendra une indemnité journalière à 10,95 € brut par jour pour vous, l'employeur. Mais attention, le salarié va également percevoir une partie des indemnités. Effectivement, sachant qu'il a perçu un salaire en janvier et février, il a le droit à une partie des indemnités. Donc, nous recalculerons l'indemnité en prenant le salaire de janvier, de février et de mars chez l'employeur B, donc soit 1000, 1000 plus 0. On divisera donc par le nombre de jours de la période, soit 91,25. On obtiendra un montant, on fera un abattement de 50% et là encore, on obtiendra une indemnité journalière à 10,95 € qui sera versée directement aux salariés. Donc, on est bien d'accord, ce que je viens de vous expliquer, c'est uniquement dans le cas de figure où le salarié a travaillé ailleurs pendant la période de référence.
Abordons ensemble maintenant les simplifications en DSN et la génération automatique des données en DSN. Alors, quel intérêt avons-nous à passer à l'heure actuelle en DSN, Karima? Alors, les avantages de la DSN événementielle sont nombreux. Outre le gain de temps, la facilité et la rapidité de paiement, vous allez surtout fiabiliser vos données et donc forcément réduire drastiquement tout risque d'erreur. Alors, une erreur de frappe, par exemple, sur un enregistrement de données sensibles, telles que les données bancaires, pourrait être catastrophique sur le versement des indemnités journalières. Donc, sachez que la DSN, elle vous offre la possibilité de paramétrer une fois pour toutes vos données. Ces dernières seront alors automatiquement remontées après chaque signalement d'événement. Et dis-moi, tu nous as justement tout à l'heure montré ce qui se passe sur notre entreprise dans le cadre de la nouvelle embauche, mais en DSN, qu'en est-il? Alors, si vous faites de la DSN événementielle, tout ceci est entièrement transparent pour vous. Le système DSN va rétablir automatiquement le bon salaire et sera à même de nous rapatrier les anciens contrats de vos salariés ainsi que toutes les rémunérations qui seraient susceptibles d'entrer donc dans la fameuse période de référence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous l'aurez bien compris, il n'y a rien de spécial à faire quand on est en DSN événementiel. Donc, si vous n'étiez pas encore totalement convaincu, j'espère que ce dernier argument finira de vous convaincre à vite passer en DSN événementiel. Nouvelle interrogation en ce qui concerne les motifs de l'absence. On a vu qu'il y avait du nouveau sur Net Entreprise. Qu'en est-il par rapport à la DSN? Alors oui, effectivement, on a un nouveau motif pour le motif deuil enfant qui avait été ajouté sur Net Entreprise. Mais alors, il faut savoir qu'il existait déjà depuis longtemps sur vos logiciels en DSN, puisqu'en fait, vous avez toute une série de motifs qui effectivement n'étaient pas forcément retraduits sur la rematérialisation des attestations de salaire, mais tout ceci est désormais corrigé. Alors voyons voir ce qui est nouveau en DSN. Maintenant que nous avons bien compris les avantages de la DSN événementielle, peux-tu nous rappeler brièvement comment ça fonctionne? Tout à fait. Alors, j'imagine que vous vous demandez comment on récupère les éléments de salaire, sachant que vous n'avez plus à les saisir vous-même quand vous réalisez vos signalements DSN. C'est très simple. Chaque mois, il y a quelqu'un dans votre entreprise qui dépose un fichier mensuel DSN qui contient toutes les données de la paye. Ces données vont être stockées. Quand votre salarié va se mettre en arrêt maladie, par exemple, vous, en tant que gestionnaire RH, vous allez venir alimenter votre logiciel de paye d'arrêt. Le système DSN va venir alors un base de données et il va rapatrier toutes les informations que vous avez précédemment envoyées chaque mois. Ces informations vont être fusionnées avec celles de votre signalement DSN. Et tout ceci va aboutir à la CPAM par une reconstitution d'attestation de salaire qui nous permettra bien sûr de pouvoir payer les indemnités journalières. J'ai cru comprendre qu'il y avait encore une dernière nouveauté concernant les signalements DSN en accident de travail maladie professionnelle. Tu pourrais nous en dire davantage? Oui, tout à fait. Donc désormais, quand vous réaliserez un signalement au risque accident du travail ou maladie professionnelle, cela va aboutir à la CPAM, à la rematérialisation de 2 attestations de salaire sans aucune autre action supplémentaire de votre part. Donc nous recevrons donc ainsi une attestation au risque accident du travail ou maladie professionnelle et une attestation au risque maladie. S'il te plaît, Karima, pourquoi 2 attestations distinctes l'une de l'autre? Alors, tout simplement pour éviter une rupture de revenus pour votre salarié. En effet, aujourd'hui, il faut savoir que l'instruction d'un accident du travail peut aller jusqu'à 90 jours et ça passe même jusqu'à 120 jours pour une maladie professionnelle. Donc, vous comprendrez aisément qu'il est compliqué de rester sans revenus aussi longtemps. Du coup, l'attestation de salaire qui a été générée en maladie va tout simplement permettre une première indemnisation qui sera alors régularisée automatiquement si l'accident du travail ou la maladie professionnelle est reconnu. Une dernière chose, s'il te plaît, Karima, qu'en est-il de l'activité partielle en DSN qui n'était pas générée automatiquement lors des signalements d'arrêt?
Oui, alors l'absence autorisée activité partielle, il faut savoir qu'elle est désormais prise en charge par le système DSN. Du coup, quand les attestations vont se rematérialiser chez nous à la CEPAM, on pourra bien distinguer ce fameux motif activité partielle qui va si vous voulez, différencier du motif classique absence autorisée qui jusqu'à présent, malheureusement, entraînait qu'on vous interroge pour savoir est-ce qu'il s'agissait de chômage partiel ou non. Parce qu'effectivement, vous, au sein de vos entreprises, c'était bien chômage partiel. Vous faisiez votre signalement DSN, mais quand c'était reconstitué chez nous, on avait juste le motif absence autorisée et on ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc, dans le cadre, par exemple, de la prise en charge du Covid, on vous demandait s'agit-il de chômage partiel ou pas. Tout ceci est oublié désormais, c'est corrigé. Donc, les attestations retraduisent correctement les informations issues de votre logiciel. Alors, je vous propose de laisser immédiatement la place à Christelle pour la boîte à outils. Merci à tous les deux pour votre présentation et vos explications sur l'évolution nette entreprise et la simplification de la DSN et sur les intérêts de passer en signalement DSN. Donc, au niveau de la boîte à outils, comme à notre habitude, quelques fiches astuces sur la reprise anticipée, le dernier jour de travail, mais aussi les salaires rétablis qui, nous l'espérons, vous seront utiles tout au long de votre activité RH. Nous mettrons à votre disposition dans les documents qu'on va vous transmettre, donc des liens qui vous donneront accès sur les différents thèmes en lien avec la DSN, mais également des liens en thème avec la présentation d'aujourd'hui, parce que à ce que j'ai pu constater, vous ne voyez pas bien les liens qui étaient mis en rubrique discussion, alors que malheureusement, les liens étaient bien mis. Mais ne vous inquiétez pas, tout un document vous sera envoyé avec tous les liens pour pouvoir accéder, par exemple, à la base de connaissances, la procédure pour les fichiers sécurisés et les adresses mail. Nous vous invitons à rester connectés à la nouveauté, à l'information. Comme vous le savez, l'évolution de la législation, elle est constante. Aussi, si vous en avez le temps et la possibilité, via le site amélie.fr pour les entreprises, on vous invite à suivre l'actualité et les points réglementaires, par exemple par la newsletter 3 minutes entreprise, mais aussi le calendrier de nos prochains webinaires. Alors, pour ceux d'entre vous, justement, qui se demandent où trouver nos webinaires, pensez simplement à vous abonner à notre chaîne YouTube Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis. Quand vous visionnez nos replays, sous le lecteur vidéo, vous cliquez sur le bouton S'abonner. Vous recevez alors des notifications automatiques dès que nous publierons, de nouvelles vidéos. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être informé de publication de nouveaux contenus. Alors, quelques contacts utiles, dont l'outline employeur au 3679. Pour vos réclamations, utilisez l'outil Réclame employeur, dont nous vous mettrons le lien dans la rubrique chat, mais également, ne vous inquiétez pas, dans les supports qu'on vous transmettra, et également le lien vers notre webinaire qui est organisé sur le sujet. Différentes messageries à votre disposition en fonction de vos demandes. Attention, la messagerie qui commence par DSIJ sert à répondre aux demandes des comptes rendus et celle qui débute par DSNPJ est à utiliser pour la transmission des pièces, comme Karima vous l'a expliqué tout à l'heure et vous les a listées. Pour toutes les questions concernant l'accès aux téléservices de Net Entreprise, je vous invite davantage à contacter soit la hotline Net Entreprise au 0820 000 516 ou la hotline DSN au 0811 376 376. D'ailleurs, si vous ne parvenez pas à vous connecter et que vous obtenez le message, par exemple, votre mot de passe et ou vos données d'identification sont incorrectes, cela signifie qu'une erreur est présente. Une rapide diapo vous permettra de cerner l'erreur et le correctif à réaliser. Donc, comment réinitialiser, par exemple, votre mot de passe. La plupart des cas de figure d'erreur rencontrés par les employeurs, ils sont détaillés. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter Net Entreprise ou vous conseiller employeur assurance maladie. Alors, nous allons passer à la partie des questions pour lesquelles nous allons répondre à certaines d'entre elles. En effet, elles ont été nombreuses et malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, on ne pourra pas répondre à toutes vos interrogations aujourd'hui. Mais rassurez-vous, vous retrouvez la réponse à toutes vos questions posées, que ce soit celles posées lors de votre inscription ou celles posées aujourd'hui dans la rubrique chat ou la rubrique discussion.
lorsqu'on vous enverra les supports de présentation, d'ici quelques jours, vous aurez le fichier de la liste des questions-réponses. Alors, on va procéder aux questions. Donc, nous en avons eu beaucoup, surtout sur le calcul au niveau des salaires rétablis. Donc, on va poser donc la première question. Alors, dans le cas d'un congé deuil enfant, est-ce que ce congé deuil enfant, il est cumulable avec un congé maternité ou paternité si l'enfant est né supérieur aux 22 semaines d'aménorrhée? Oui, tout à fait. Le congé peut être pris donc à la suite ou avant. Alors en fait, tout dépend. Alors imaginons que nous prenions le cas d'un congé paternité. Pour commencer. Donc, si l'enfant est né viable, effectivement, donc la première chose à faire, c'est de déposer les 7 jours obligatoires du premier congé paternité, qui, vous savez, se décompose en les 3 jours conventionnels payés par vous, entreprise, plus les 4 jours obligatoires payés par la CPM. Donc ça, le salarié le prendra d'office. Et ensuite, donc soit il enchaîne le reste de son congé, soit il peut bénéficier de ce congé deuil enfant, sachant qu'on a 12 mois pour pouvoir y prétendre, voilà, qu'on peut normalement le diviser en deux, le fractionner en deux si on le souhaite. Mais oui, on peut bénéficier et du congé paternité et du congé deuil enfant. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, petit complément d'information, justement, par rapport à ce type de situation, ça veut dire aussi que dans ce type de situation, il n'est pas rare aussi que l'enfant soit hospitalisé suite à la naissance. Ça veut dire, là encore, que l'hospitalisation peut laisser place à un congé d'hospitalisation, à la suite de cela, un congé paternité ou maternité, et par la suite, effectivement, malheureusement, le congé deuil enfant. Attention au cumul du risque, on va réaborder le sujet à travers différents supports qu'on va vous transmettre, mais effectivement, ça veut dire qu'il y a 3 périodes distinctes qui pourraient être cumulées par le père, la mère dans ce type de situation. Effectivement, très bonne remarque de mon collègue. Si l'enfant venait être à hospitaliser et que malheureusement il décède après, il n'y a aucun souci. Enfin, c'est triste malheureusement, mais effectivement, en termes de congé, comment ça va s'enchaîner? La première chose à faire, c'est les 7 jours obligatoires. Donc, les fameux 3 jours entreprise, 4 jours obligatoires CPAM. Ensuite, on enchaîne sur un congé hospitalisation qui peut aller jusqu'à 30 jours normalement. Et une fois qu'on a terminé le congé hospitalisation, donc là, soit on démarre sur le congé, la fin du congé paternité, soit on peut demander le bénéfice du congé deuil enfant. Ne l'oubliez pas, pour demander le bénéfice de ce congé, il y a une attestation à compléter. Normalement, le père doit effectivement, enfin le salarié, compléter ce document pour demander à bénéficier donc de ce congé deuil enfant. Quant à vous, employeur, vous devez nous préciser par mail les dates de la prise de ce congé, accompagné de l'acte de décès, bien sûr, de l'enfant. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations. Alors, dans la procédure de transmission maintenant des pièces sécurisées, on a une question à savoir, est-ce que cette procédure est identique dans toutes les CPAM? Parce qu'apparemment, dans certaines régions, cela ne fonctionne pas. Alors, effectivement, ce sont des instructions nationales qui sont censées être mises en place dans toutes les CPAM, sachant que c'est quelque chose de transitoire, d'accord? C'est quelque chose que nous vous demandons de réaliser maintenant pour pouvoir sécuriser toutes les pièces que vous nous faites parvenir, mais d'ici très peu de temps, alors je ne sais pas à quelle échéance exactement, mais peut-être dans quelques mois, ce sera simplifié. Mais effectivement, cette procédure de transfert des pièces jointes à l'assurance maladie, elle est nationale. C'est la raison pour laquelle on vous donne une liste de toutes les caisses au niveau national. Donc, on envoie ces documents zippés et sécurisés, de sorte à ce que ce soit pas hacké et récupéré à de mauvaises fins. Et ensuite, alors bien sûr, le fait d'envoyer ces éléments zippés, il faut nous envoyer en amont donc le mot de passe accompagné de votre numéro de SIRET. Donc nous, c'est grâce à votre numéro de SIRET qu'on va pouvoir reconnaître ce mot de passe et l'enregistrer. Ensuite, une fois que le mail sécurisé arrive, on ouvre la pièce jointe et ensuite on met en lien avec soit votre signalement DSN, soit votre attestation de salaire pour le paiement. Mais il s'agit bien d'une procédure nationale. Alors après, s'il y a des procédures locales qui ont été mises en place par certaines CPAM, peut-être de province, continuer. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de transmettre les éléments par mail, étant donné que ça n'est plus possible sur le service Net Entreprise en ligne. Donc, bon, après, si on vous indique que la sécurisation par mot de passe n'est pas nécessaire,
Ça a à voir avec la CPAM, mais effectivement, sachez que la procédure est nationale. Là encore, je voudrais juste apporter une petite parenthèse par rapport à ce sujet. Moi, tout au long du webinaire, j'ai eu l'occasion de lire vos différentes remarques légitimes autour de la lourdeur de ce process. Il faut savoir une chose, sans vouloir nous décharger, c'est que c'est une procédure qui nous a été effectivement demandée par la CNIL. Aujourd'hui, effectivement, on vit une époque, malheureusement, où les données transmises par le biais de l'informatique peuvent être hackées, peuvent être piratées. On n'a que d'autres choix, effectivement, que de pouvoir devoir les sécuriser un maximum dans le cadre, effectivement, de la protection de l'information, des assurés. Vous-même, vous l'êtes, tout simplement, des assurés, tout comme moi, par exemple, et seriez malheureusement les premiers mécontents à avoir des informations qui seraient transmises à de mauvaises fins, pour de mauvaises pratiques, et vous faire vous-même pirater des informations qui sont très importantes. Alors là, comme l'a expliqué Karima, c'est quelque chose de transitoire. J'insiste sur cet élément. Effectivement, pour le moment, on va procéder comme ça. Demain, les choses évolueront. J'insiste tout de même pour vous indiquer que l'évolution de la DSN, on la doit essentiellement à vous. C'est vous qui nous faites remarquer effectivement les différents éléments qui peuvent être pris en compte dans le cadre de son avancée, de son évolution. Hier, la DSN était ce qu'elle était, elle n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui, elle a énormément évolué. On est en droit effectivement d'espérer que dans le cadre de la transmission des pièces complémentaires, là encore les choses vont évoluer, mais c'est vos remarques, c'est votre appui, votre soutien et les informations que vous transmettez effectivement à notre entreprise, à l'assurance maladie qui nous permettent de faire évoluer cela. J'insiste sur cet élément, cette période est transitoire. Demain, elle évoluera de façon plus positive pour laisser place, je l'espère, à quelque chose de plus fluide pour vous. Et même si la lourdeur administrative, c'est ce que j'ai pu remarquer à travers vos commentaires, est réelle dans le cadre du premier envoi, par la suite, une fois que les mots de passe sont enregistrés chez nous, pas de souci là-dessus. Effectivement, ils sont enregistrés sur notre base et vous procédez véritablement à l'envoi de documents zippés protégés. C'est véritablement nous, effectivement, qui par la suite allons chercher les informations pour les gérer, les transmettre et les enregistrer. Concrètement, la lourdeur administrative peut l'être véritablement dans le cadre du premier envoi. Par la suite, les données seront beaucoup plus simplement transmises à l'assurance maladie. Lourdeur dans le cadre du premier envoi, simplicité dans le cadre des futurs envois. Merci beaucoup. Alors, une autre question toujours à ce sujet. Est-ce que cette procédure est obligatoire? Est-ce que je peux quand même continuer à envoyer mes pièces jointes à l'adresse DSNPJ qui était déjà mise en place, mais sans le fichier sécurisé? Alors, techniquement, c'est une procédure qui est mise en place, comme vient de vous l'expliquer mon collègue, pour sécuriser vos envois, pour que vous ne soyez pas mis devant le fait accompli s'il devait y avoir un piratage de nos bases. Maintenant, il est vrai que si vous avez envoyé sans zip, ça sera pris en compte. Enfin, je veux dire, on va quand même traiter votre message, on va quand même récupérer votre pièce jointe, mais vous prenez quand même un risque considérable en transmettant les pièces sans les avoir sécurisées à l'avance, puisqu'effectivement, si malgré tout c'était récupéré, ce serait de votre fait, de votre responsabilité, dans le sens où effectivement vous ne l'auriez pas sécurisé. Mais bon, aujourd'hui, sachez qu'un document qui n'arrive pas sécurisé n'est pas mis à la poubelle. Il est traité quand même. Merci beaucoup. Alors, par rapport donc au salaire établi, comment procéder pour un salarié qui est en arrêt de maladie le premier jour de son début de contrat de travail? Premier jour de son début de contrat de travail. Vraiment, vraiment, pas de chance. Alors, vous savez qu'en maladie, en fait, pour pouvoir payer des indemnités journalières, il faut ce qu'on appelle une ouverture de droit. Et il faut avoir suffisamment cotisé pour pouvoir avoir le droit aux indemnités journalières. Donc, Christelle m'arrêtera si je dis n'importe quoi, mais sans ouverture de droit, on ne peut pas avoir d'indemnité journalière, Christelle. Tout à fait, Confirme-tu Karima. cette information? Je la confirme. Voilà. Donc, malheureusement, s'il tombe malade et qu'il n'a pas travaillé ailleurs avant, il aura une indemnité journalière à 0. Voilà. Merci beaucoup. Alors, par rapport au compte-rendu, il y a beaucoup d'employeurs qui se questionnent pour savoir pourquoi l'adresse DSNPJ n'apparaît pas sur les comptes-rendus. Alors, il faut que vous fassiez la distinction entre deux adresses mail que vous a rappelé tout à l'heure Christelle, qui sont DSNPJ, DSN pour DSN, PJ pour pièce jointe, et DSIJ, qui est l'adresse mail de retour en cas, si la CPAM a besoin d'informations complémentaires, elle vous écrit et elle vous dit, voici une adresse mail dédiée pour nous envoyer les éléments. Donc, il y a l'adresse mail qu'on utilise en amont,
Celles pour lesquelles on transmet les pièces avant donc, de faire le signalement DSN, par exemple. Donc, d'abord, on transmet les pièces, par exemple, un congé de fractionnement en paternité, un acte de naissance, enfin, peu importe. Ensuite, on fait son signalement DSN. Il y a les attestations de salaire que vous faites sur notre entreprise pour lesquelles vous fournissiez également avant des pièces jointes. Donc, ça pouvait être aussi l'acte de naissance, par exemple. Tout ça, on envoie sur DSN, d'accord? Votre attestation, elle arrive à les traiter. On vous envoie un retour en vous indiquant il nous manque tel élément. Merci de nous en faire part. Donc à ce moment-là, vous avez une adresse de retour qui, quant à elle, est l'adresse DSIJ qui est à distinguer de DSNPJ. Merci beaucoup. Une autre question. Peut-on faire une attestation en DSN, donc un signalement DSN, si le salarié est embauché et malade dans le même mois? Est-ce que je suis obligée et tenue de faire ce signalement DSN? Alors déjà, quand vous allez faire votre signalement DSN, il faut que le salarié soit présent au moins sur la DSN mensuelle du mois d'avant. En fait, on est d'accord pour que le système puisse le reconnaître. Il faut que au moins vous ayez au moins passé une DSN mensuelle dans lequel ce salarié était présent. Et ensuite, vous passerez donc votre signalement DSN. Sachant qu'on est d'accord que le système doit rapatrier les éléments précédents pour qu'on puisse nous calculer l'indemnité journalière. Donc, quand vous embauchez quelqu'un qui tombe malade et que vous faites un signalement DSN, ça n'est pas en vain, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que le signalement va rester en attente le temps que on ait les informations suffisantes pour pouvoir le traiter. D'accord? Donc, il est possible que vous le fassiez et que ce ne soit pas traité immédiatement. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous venez d'engager quelqu'un et que vous l'avez pas encore passé en DSN mensuel, qu'il n'a pas encore été connu, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait aller sur Net Entreprise et compléter l'attestation de salaire comme on vient de vous montrer pour une nouvelle embauche. Merci beaucoup, Karima. Alors, dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, une question. Doit-on faire, du coup, 2 attestations de salaire, une en accident et une en maladie, ou pas? Mais non, justement, c'est toute la nouveauté. Effectivement, c'est pour vous faire gagner du temps et pour vous éviter le maximum de tracas. Quand on est en accident du travail aujourd'hui, sur le logiciel de paye, vous devez indiquer que la personne est en accident du travail. Donc forcément, le signalement qui va être généré est un signalement en accident du travail. Mais c'est vrai que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un accident du travail, ça peut être long à être reconnu. Ça peut mettre jusqu'à 90 jours. Donc 90 jours sans argent, c'est compliqué. Donc, jadis, on vous demandait de nous renvoyer à côté une attestation en maladie pour qu'on puisse payer. Mais tout ça, c'est fini. Quand vous faites un signalement DSN, vous ne vous chargez que de faire le signalement en accident du travail. Mais le système a été paramétré pour que nous puissions recevoir les 2 attestations. Effectivement, vous savez que quand vous passez vos DSN chaque mois, les informations sont cumulées concernant les salaires, enfin, elles sont stockées plutôt. Et donc, quand on aura besoin de ces éléments, on sera, nous, en mesure de pouvoir les récupérer et les rematérialiser grâce à vos signalements. Donc, si je résume et pour être parfaitement clair, aujourd'hui, vous ne vous faites qu'un seul signalement, celui en accident du travail. Et le système fait le reste. Chez nous, se rematérialisent 2 attestations de salaire, une en accident de travail et une en maladie. Merci beaucoup, Karima. Alors, une autre question. Comment vous savez que le salarié a travaillé dans une autre entreprise ou dans plusieurs entreprises? Alors, je sais bien que Karima, tu l'as déjà expliqué lors de la présentation, mais c'est une question qui est revenue assez régulièrement. Donc, peut-être juste bien réinsister sur tes premières explications. Oui, bien sûr, sans problème. Alors, vous savez, en fait, la philosophie de la DSN, c'est de déposer les éléments de la paye tous les mois. Donc, tous les mois, on a le reflet de ce que chaque salarié a fait dans chaque entreprise. Tous ces éléments sont stockés dans une espèce de grande base de données. Vous venez d'embaucher un salarié. Vous n'êtes pas censé savoir ce qu'il a perçu chez les autres employeurs. A-t-il travaillé? N'a-t-il pas travaillé? Cela reste transparent pour vous. Par contre, il est vrai que quand vous réalisez votre signalement DSN, cette information se rematérialise chez nous par une attestation de salaire. Mais pas seulement. Le système DSN a été capable de rapatrier toutes les informations concernant votre salarié par rapport à des contrats de travail antérieurs ou à des rémunérations
antérieure. Et donc, vous savez que quand on paye un arrêt maladie, le système interroge forcément sur les 3 mois qui précèdent. Donc, dans notre exemple, l'arrêt maladie était au mois d'avril. Le système interrogeait sur janvier, février et mars. Le système DSN, à lui tout seul, est capable de rapatrier les informations concernant votre salarié, qu'il ait été chez vous ou non, sur ces fameux 3 mois. On aura donc accès à toutes les informations relatives à ses heures travaillées, donc ses contrats de travail, et à ses rémunérations. Et c'est la façon dont laquelle nous sommes informés. Maintenant, dans certains cas de figure, nous ne pouvons pas savoir, si vous, entre autres, vous n'utilisez pas un signalement DSN, nous ne pouvons pas savoir ce que le salarié a perçu avant. Pas de souci. On a une solution palliative, on interroge le salarié et on lui demande si sur la période de référence, il n'aurait pas travaillé chez un autre employeur. Et si c'est le cas, on lui demande de nous faire parvenir ses bulletins de paye afin de pouvoir calculer le plus justement possible l'indemnité journalière. Merci beaucoup. Alors, beaucoup d'autres questions. Alors là, juste pour faire un petit rappel tant qu'on y est, pour les absences de longue durée, est-ce que nous devons faire toujours l'attestation de plus de 6 mois suite à cette nouvelle procédure-là? Et pareil, est-ce qu'on doit faire encore des signalements DSN pour des arrêts de travail de moins de 3 jours? Alors, effectivement, je vous dirais que je vous inviterai tous à passer en DSN pour vous éviter énormément de tracas et ne pas vous poser toutes ces questions. Sachez que quand vous êtes en DSN, et là désormais, normalement, toutes les entreprises sont passées en DSN puisque c'est devenu obligatoire pour tout le monde, même pour la fonction publique, les attestations de deuxième ouverture de droit, donc pour les arrêts maladie qui dépassent 6 mois, sont générées automatiquement par le système, sous condition que le logiciel de paye ait été paramétré correctement et que vous déposiez mensuellement vos DSN, bien sûr. À ce moment-là, si vous le faites et que vous remplissez correctement votre logiciel de paye dans la gestion des arrêts de vos salariés, l'attestation de deuxième ouverture de droit sera générée automatiquement par le système. Donc, normalement, vous n'avez plus à la faire. Concernant les arrêts de travail de moins de 3 jours, alors là, oui, on est dans l'obligation de réaliser une attestation quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, qu'il s'agisse d'un arrêt de travail d'une journée, de 3 jours ou de plus. Alors, je sais bien qu'il y a une carence qui est appliquée en maladie, mais malgré tout, c'est nécessaire. Alors, sachez qu'il y a certaines entreprises qui ont des conventions collectives qui sont très avantageuses et qui permettent de payer cette fameuse carence en maladie à 3 jours aux salariés. Et donc, pour pouvoir justifier de ce paiement, il faut justifier d'un paiement à 3 jours par l'assurance maladie à 0 et donc d'avoir un décompte de sécurité sociale. Mais vous n'en aurez pas si vous ne transmettez pas de signalement DSN ou d'attestation de salaire. Donc, je le rappelle, il est important de faire un signalement DSN ou une attestation de salaire, même pour les arrêts de courte durée. De nouveaux exemples justement de l'évolution de la DSN vous permettant de simplifier vos démarches administratives. Dans le cadre, une petite information complémentaire, dans le cadre des arrêts de travail de courte durée, là encore, il y a des arrêts de courte durée qui peuvent être aussi indemnisés. Prenons le cas par exemple des arrêts de travail liés à une affection de longue durée, ce qu'on appelle communément chez nous une ALD. Ils sont rémunérés par la caisse, obligation effectivement pour vous, employeur, de nous fournir les attestations de salaire, même si effectivement il y avait une carence. Dans certains cas, il n'y a pas de carence, il nécessite des paiements de notre part pour une prise en charge de la part de votre complémentaire éventuellement aussi. Merci beaucoup. Dernière petite question et je te laisserai le mot de la fin, Karima. Dans le cas du congé de deuil de l'enfant, à quel risque doit-on nommer les fichiers pour l'envoi des documents par mail? Est-ce qu'on le nomme au risque maladie ou au risque maternité? Mais ceci est une excellente question. Je ne m'étais même pas posé cette question. C'est vrai, moi non plus. Je vous le cache pas, non. Je ne m'étais pas posé la question. Alors, l'attestation deuil enfant, elle va être payée au risque paternité quand c'est un papa, maternité quand c'est une maman. Donc, vous pouvez mettre PAT ou MAT, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, on va mettre en lien ces informations avec le signalement DSN ou l'attestation qu'on aura reçue. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Oui, je voulais juste apporter un petit complément d'information par rapport aux questions qui ont été posées par nos chers collègues employeurs dans le cadre de leur enregistrement à ce webinaire.
toutes les questions que vous avez eu l'occasion de nous poser, on les a bien sûr répertoriées. On a tâché d'y répondre par écrit. Comme à chaque fois d'ailleurs, à chaque fois que vous nous posez des questions dans le cadre de votre inscription, on récupère toutes les questions, on les notifie et on y répond par la suite dans le cadre d'un retour écrit que vous recevez avec tous les différents éléments que Christelle, Karima et moi-même vous préparons dans le cadre d'un info massif. Petite parenthèse que je voulais juste... Oui, effectivement, merci de le préciser. Du coup, donc, effectivement, oui, on a eu des remarques la dernière fois de personnes qui ont assisté à nos webinaires pour lesquels, effectivement, on n'avait pas forcément répondu en direct live aux questions qui avaient été posées en amont lors de votre inscription. Sachez qu'aujourd'hui, on a essayé de faire un maximum de réponses pour rester dans les délais qui nous sont impartis, mais n'ayez aucune inquiétude, comme vous l'a dit mon collègue, toutes les questions seraient répondues, qu'elles soient celles posées initialement lors de votre inscription ou celles que vous venez de poser aujourd'hui en ligne. Donc, n'ayez aucune difficulté, enfin, aucune crainte là-dessus. Alors, moi, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Je vois que vous êtes toujours de plus en plus nombreux, en fait, à nos webinaires et je vous en remercie. J'espère qu'aujourd'hui, vous aurez pu au moins avoir un éclaircissement supplémentaire sur toutes ces nouveautés qui sont intervenues récemment sur Net Entreprise. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par mail à l'adresse mail qui est affichée maintenant à votre écran. Si vous voulez être assisté dans le cas du passage en DSN ou n'importe quel autre téléservice, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez nos numéros, nos lignes téléphoniques qui sont affichées, nos numéros de portable. On s'excuse par l'avance si on ne peut pas forcément toujours répondre en direct parce qu'effectivement, on est énormément sollicité. Mais laissez-nous des messages, il n'y a pas de souci, on ne manquera pas de vous répondre. Alors, si vous avez des questions d'ordre réglementaire, n'hésitez surtout pas à consulter le site amélie.fr. Vous pourrez également y suivre toute notre actualité. Donc, quand vous allez quitter ce webinaire là tout de suite, maintenant, vous allez avoir le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher à votre écran. S'il vous plaît, je vous demande de le compléter. Faites-nous part de toutes vos impressions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pas de souci. Dites-nous si ce type de webinaire vous intéresse. Dites-nous les autres thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. Faites-nous part de toutes vos bonnes idées. On va tenter de les mettre prochainement en ligne si c'est possible. On créera les webinaires qu'il faut. En tout cas, on vous en remercie. Donc, merci encore à tous. Merci à mes collègues de m'avoir accompagné gentiment aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour nos prochains événements. Très bonne continuation à vous. Bonne journée à tous et merci. Très bonne continuation à tous et une excellente journée surtout. Bon courage à tous.